Les mobilisations à Nouméa ont montré le week-end dernier la situation binaire dans laquelle se retrouve le pays. Dans ce contexte de clivage politique sur fond de crise économique, on s'intéresse ce soir à la vision de la jeunesse, les enfants des accords comme on dit. Ça vous parle ? Bonsoir et bienvenue. Si pour certains, les manifestations de ce samedi 13 avril ont été la démonstration d'un engagement fort pour le pays, pour d'autres, elles sont le reflet de divisions et d'oppositions politiques toujours plus présentes. Une partie de la jeunesse ne s'y retrouve pas. Alors que pensent les jeunes de la situation ? Quelle est leur conception du destin commun et que souhaitent-ils pour l'avenir ? Pour en parler, je reçois Clara Filippi, doctorante en sciences politiques et sociales. Pour vous, le travail de mémoire et la libération de la parole sont les clés de la réconciliation pour faire avancer les choses. Un travail que vous menez aussi sur le terrain auprès des jeunes enfants dans les écoles. Vous nous en direz plus. À vos côtés, Priscilla Mitride, vous êtes membre de l'Observatoire de la jeunesse du CJEC, pour lequel vous êtes ce que l'on appelle une aînée auprès des jeunes que vous encadrez. Nous verrons avec vous ce que ça signifie et comment vous contribuez à la construction d'un destin commun. Bonsoir et merci à toutes les deux d'être avec nous ce soir. Alors, Clara Filippi, vous n'avez pas participé aux mobilisations de ce week-end. Ça veut dire qu'aucune cause ne vous a parlé ? Ça ne veut pas réellement dire qu'aucune cause ne m'a parlé. Il y a des enjeux économiques, sociaux, politiques, mais c'est plutôt la forme. La forme ne m'a pas parlé parce qu'il s'agissait là d'opposition, c'est-à-dire qu'il fallait se ranger derrière un drapeau, derrière un autre. Et personnellement, je ne voyais pas l'intérêt d'aller m'opposer dans la rue contre un autre camp. D'accord. Parce que je me disais, en plus de ça, ces deux camps-là, il y en a bien un qui va avoir ce qu'il veut, l'autre, il ne va pas avoir ce qu'il veut. Et puis après, et le jour d'après, qu'est-ce qu'on fait ? À quoi ça va nous mener et où on va aller avec un gagnant et un perdant. D'accord. Priscilla Mitride, vous accompagnez beaucoup de jeunes, on va en parler tout de suite après. Est-ce qu'ils se sont sentis concernés par ces mobilisations ? Est-ce que ça a été au cœur des discussions ? Oui, ça a été au cœur des discussions, oui et non, parce que c'est plus le côté événementiel de la chose, le côté un peu animé des manifs extraordinaires qui ont suscité un peu l'interrogation. Oui. Mais c'est vrai que, comme Chloé disait aussi, c'est l'histoire de se ranger. Et à cet âge-là, c'est d'autant plus compliqué parce qu'on n'a pas tous les tenants et les aboutissants. Donc se sentir concerné, oui, mais à leur niveau, forcément, quoi. D'accord. C'est Clara, c'est moi Chloé, mais c'est pas grave. Donc vous êtes au conseil, au conseil de la jeunesse CJEC. Est-ce que c'est un espace justement qui permet d'aborder ce genre de questions avec les jeunes ? Oui, nous on aime à dire que le conseil des jeunes c'est une sorte de laboratoire en fait pour justement pour nos jeunes, c'est-à-dire que eux ça leur permet c'est un lieu d'accueil. Et d'écoute aussi pour tout ce qui les interroge, tout ce qui les concerne aussi, à leur niveau toujours, parce qu'il faut toujours se positionner de leur niveau à eux. Et nous, en tant qu'aînés, justement, notre rôle à nous, c'est de pouvoir les accueillir dans un espace sécure et de pouvoir, par nos expériences déjà respectives, les accompagner dans leur chemin avant qu'ils soient jetés, entre guillemets, dans le grand bassin, quoi. Ils ont quel âge à peu près, en moyenne ? Ça peut déjà entre l'âge du collège jusqu'au lycée. D'accord. Et après, en sortant du système scolaire ou en intégrant la vie active, la partie associative permet de rester encore dans le conseil, justement. Clara Filippi, qu'est-ce qui fait, selon vous, qu'il existe aujourd'hui une jeunesse qui se positionne justement en dehors des deux blocs traditionnels politiques ? Je pense qu'aujourd'hui, on a des jeunes, et je vais m'inclure dedans, qui ont vécu une période sans conflit, sans réel conflit, des conflits qui ont, fut un temps, tourmenté le territoire et qui, sans les oublier, a envie de dépasser ces conflits. Et comme on dit souvent en Calédonie, cette jeunesse, elle est fatiguée d'entendre tout le temps les mêmes discours hermétiques, les mêmes discours dichotomiques où si t'es pas avec moi, t'es contre moi. Et en fait, il y a une certaine manipulation aussi intellectuelle et de l'information quand on entend tous les politiques. Et je pense que pour la jeunesse, ce qui fait le conflit, c'est la politique, parce que les jeunes entre eux ne sont pas forcément en conflit. Oui. Mais c'est cette pression politique
notamment les référendums, ont fait qu'on nous a forcé à choisir un camp. Et alors, l'histoire du pays, vous l'avez connue assez tard, finalement. Vous étiez étudiante en licence au Québec, quand vous vous êtes rendu compte que vous, justement, connaissiez pas beaucoup le passé de la Nouvelle-Calédonie. Qu'est-ce que ça a déclenché en vous? Alors, vous pouvez même dire pas du tout. Pas du tout. Pour être honnête, ça a déclenché beaucoup de questionnements. Mais pourquoi je ne connais pas? Pourquoi on ne me l'a pas appris? Comment ça se fait? Qu'est-ce qu'on m'a caché? Comment je peux réussir à m'entendre avec mon voisin, avec mon camarade, avec mon ami, avec la personne qui a une origine différente de la mienne, si je ne connais pas ni son histoire, ni la mienne, ni ce qui aurait pu opposer nos familles fut un temps. Et c'est vrai que je me suis vraiment questionnée de pourquoi et comment ça se fait, pourquoi on ne nous le dit pas. Et Priscilla, c'est quelque chose que vous constatez, vous, auprès des jeunes, justement, que vous accompagnez, cette méconnaissance de l'histoire? Oui, et puis aussi personnellement, nous, l'histoire, c'est soit un héritage familial, soit c'est... Moi, pareil, je l'ai appris dans le cadre de mes études post-bac, en fait. Et parce qu'à la maison, on n'en parlait pas forcément, parce que l'histoire, elle est encore récente, donc forcément, il y a encore des traumas qui sont là pour certains. Et cet enjeu politique, c'était pas de base le premier sujet, hein. C'était encore vraiment juste qu'est-ce qu'on a vécu chacun. Moi, étant métissée, en plus, on a des deux côtés de ma famille, ils n'ont pas vécu l'histoire de la même façon. Donc forcément, c'est d'autant plus compliqué à recevoir et accueillir ça. Et pour nos jeunes, oui, il y a des choses, les accords, ils savent pas ce que c'est. Là, le gel du corps électoral, ils connaissent pas non plus parce que c'est pas forcément transmis. Oui. Ou alors c'est transmis dans un cadre très familial, mais peut-être biaisé par encore les émotions de chacun, parce que encore une fois, l'histoire elle est récente, donc forcément des choses sont pas réglées pour certains dans leur histoire personnelle. Ça, vous le voyez aussi. comment ça impacte justement les enfants que vous accompagnez, les jeunes? Ça impacte déjà parce que nous, qui les accompagnons, comme on sort encore à peine de, justement, comme vous disiez, les enfants des accords. Donc nous, déjà, on a un travail personnel à faire pour chacun régler ce qu'on a réglé en interne sur ce que nos anciens ont vécu, de se détacher aussi, parce que moi, l'histoire, elle m'a été donnée par ma grand-mère, mais elle me disait, c'est mon histoire, c'est pas la tienne. Donc, il faut que toi, tu passes ce cap, mais il faut le passer quand même, ce cap. Et après, les accompagner, il faut aussi faire preuve de discernement, parce que l'enjeu, il est bien plus que politique, il est social surtout. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce pourquoi je m'engage dans mon association, c'est pour l'enjeu social. Et l'enjeu social auprès des jeunes, ça demande un accompagnement lucide, avec beaucoup de discernement, avec une réserve aussi sur certaines choses, parce que j'ai forcément un avis personnel sur ce qui se passe. Mais malgré tout, j'essaie de garder en tête le bien absolu, quoi. Pas relatif en tout cas. Alors pour certains, les divisions politiques empêchent justement la construction d'une vision commune. C'est le cas par exemple du mouvement Union pour la jeunesse calédonienne, un groupe de réflexion mené par Jeanne. Je vous propose de l'écouter. La jeunesse du pays, nous sommes nés en période de paix. Nous ne voulons pas reproduire les erreurs du passé et nous souhaitons surtout noter que nous reconnaissons les erreurs qui ont été effectuées, les conflits qui se sont déroulés. Nous reconnaissons et nous acceptons ce passé, mais non pas pour le perpétuer, pour justement essayer d'évoluer à partir de ça, en essayant de guérir et de repenser les actions qui ont été réalisées. En tant que jeunes du pays, nous sommes soucieux de notre avenir et nous désirons transcender les divisions qui nous affligent. Pour nous, ce défilé en fait, de drapeaux colorés représente une société endolorie qui mérite d'évoluer vers un avenir commun. Nos aînés nous ont transmis un slogan qui est « deux couleurs, un seul peuple », pour ensuite, 70 ans après, nous léguer une communauté avec deux destins, DUX, alors que nous, la jeunesse, nous voulons bâtir une communauté de destins. Elle est là, la différence. Clara, vous faites partie de ce mouvement jeune. Quelle est cette communauté de destin dont parle Jeanne? Je pense qu'elle a dit beaucoup de choses, mais en premier lieu, arrêter ces divisions, arrêter de... Là, on a l'impression qu'on veut écraser l'autre, qu'on veut écraser l'autre camp, et donc en écrasant l'autre camp, on aura raison, et donc chacun... Plus on avance, plus c'est hermétique, et en fait, non, la jeunesse essaie de trouver
une voie médiane, mais qui est où souvent les portes sont fermées, où on voit beaucoup de portes se fermer. Et donc l'objectif, ce serait de réussir à développer cette cohésion sociale, à développer cette harmonie et à arrêter cette division qui au final n'est que une répétition de ce qui s'est passé il y a déjà bien longtemps. Sia, vous êtes une aînée au sein du CJEC. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? C'est comme une sœur aînée, hein, finalement. C'est une grande sœur. Une grande sœur, voilà. C'est un schéma forcément qu'on retrouve dans notre société, j'allais dire ici, mais partout, hein, en fait. Et c'est juste que moi, j'ai un peu d'avance sur certaines choses parce que je suis forcément un peu plus âgée. Et du coup, voilà, mon rôle, c'est vraiment comme une grande sœur, d'essayer de quand eux, ils sont en difficulté ou qu'ils traversent quelque chose ou qu'ils ont, moi qui l'ai déjà vécu, d'essayer de, pas forcément venir donner la solution, mais de rassurer sur le fait que c'est transitoire. Est-ce qu'ils ont une vision justement précise de cette citoyenneté calédonienne, de cette... je pense qu'à cet âge-là, déjà, ils se questionnent sur tellement d'autres choses. Il y a tellement d'autres choses qui se jouent à l'âge de l'adolescence sur qui je suis moi personnellement. Qu'est-ce que j'aime, est-ce qu'il m'aime, est-ce que vous constatez des visions différentes ou alors justement peut-être des questionnements qui sont communs, des paroles qui reviennent plus souvent? Par exemple, on a une petite délégation de notre association qui a participé dernièrement au congrès de la jeunesse kanak, donc qui s'est déroulé sur Puebo, il me semble. Après ça, nous, on a eu un rassemblement avec tous les jeunes de l'association, donc qui sont d'origine et de classe sociale, je tiens à préciser, parce que souvent, il y a ce conflit-là, entre guillemets, qui entre en jeu. Donc, ils viennent de tous ces horizons différents. Et finalement, on s'est retrouvés sur des valeurs parce que c'est ce qu'il faut qu'on essaye de faire sortir de tout ça. C'est qu'il y a des questionnements qui se font. Forcément, chacun a un avis. Mais quand il faut se retrouver autour de valeurs, les questionnements, ils s'arrêtent parce qu'en fait, ça paraît tellement évident. Mais comment, nous, de notre petit laboratoire, après, on transpose ça au monde réel, entre guillemets, où les adultes, ils ont d'autres enjeux et où les adultes, ils sont pas forcément tout le temps bienveillants, en plus, avec les jeunes, dans ce qu'ils posent, dans ce qu'ils disent. Là, dernièrement, on a eu des discours qui ont été tenus, mais ça influence fortement nos jeunes parce qu'ils ont un besoin d'adrénaline. On en parlait là dernièrement avec un de nos collaborateurs et tout ça, là, ça fait que monter. Hein. Ça donne envie de vivre des choses qu'ils n'ont pas vécues. Comme Clara disait, voilà, des conflits qu'il y a eu, que nous, on est arrivés, il n'y avait plus de conflits. Mais là, avec tout ça, il y en a il y a des frustrations qui sortent, parce qu'ils ont envie, comme c'est raconté que dans un cadre familial, il y en a qui ont envie de participer à ça à leur échelle. Et nous, on doit veiller à ça, nous, en tant qu'adultes, peu importe qui et de quel bord, finalement. Mais ça les questionne, ça les questionne. Ce cheminement de réflexion de la jeunesse, justement, sur un destin commun, à projeter Romain dans le futur, c'est la chronique « Ça vous anime ». Salut Romain. Bonjour mesdames. Alors la jeunesse, c'est l'avenir, c'est ça ? L'avenir, la destinée, le devenir, lendemain, expectative, il existe tout un tas de mots pour parler du futur. Ce même futur qui a toujours par le passé dessiné notre présent, lui-même dessiné par le passé de nos idées futures. Oula, pas trop loin. Bon, ok, je sens que je suis en train de vous perdre, mais ne zappez pas, hein, je m'explique. Comme le yin qui est indissociable du yang, la notion du futur ne peut exister sans le passé et le présent qui le précèdent. En gros, passé et futur régissent nos vies comme chaque jour que Dieu fait. Car à part en étant un moine ceinture noire de méditation reculé du monde moderne dans les montagnes tibétaines, je peux vous assurer qu'il est impossible d'appliquer à la lettre le carpe diem qui nous appelle à vivre l'instant présent sans se soucier d'hier et de demain. En gros, nous avons constamment les pensées ailleurs que dans notre propre présent. Et c'est encore plus vrai selon où nous nous situons sur notre ligne temporelle personnelle. Plus vieux, nous avons plus de passé et jeunes, l'inverse. C'est sur cette jeunesse pleine d'avenir que se portent le plus souvent nos espoirs pour recoller les éclats des pots cassés d'aujourd'hui. Car autant ne pas se mentir, les générations X et Y nées entre 1965 et 2000 sont incapables de sauver le monde actuel. Et d'ailleurs, si on remonte encore plus loin, ils les imaginaient comment ? À leur époque, ces générations futures, les baby-boomers d'après-guerre. Eh bien, dans une archive incroyable de l'INA trouvée sur Internet qui s'intitule « L'an 2000 vu par les jeunes », des enfants de 1962 imaginent l'avenir de l'humanité. Il y a de tout
dans cette capsule temporelle touchante. De tristes visions, mais perspicaces aussi, sur notre géopolitique actuelle, mais aussi d'innocentes projections rêvées de nos technologies modernes, comme les immanquables voitures volantes. Et spoiler alerte, c'est raté. Donc même si on n'a pas de voiture volante aujourd'hui, on a un outil qui est tout aussi balèze, et cet outil, c'est Internet. Un pouvoir que mamie et papy n'ont jamais réellement maîtrisé et que nous, vieux jeunes et jeunes vieux, avons apprivoisé entre deux. Ouais, mais c'était mieux avant. Mais alors, que dire de la génération Z, celle qui est née après Internet en plein avènement des réseaux sociaux ? Oui, je parle de la génération TikTok et je vois déjà quelques boomers prêts à dégainer leurs armes pour tirer sur ces dégénérés. Mais restons zen, posons-nous ensemble et regardons les avancées de ces 20 dernières années en termes de progressisme. Que voit-on ? Moi, je vois des jeunes streamers qui ont fait de leurs jeux vidéo un moyen de récolter des millions d'euros pour les nécessiteux, des lanceurs d'alerte qui ont fait de Twitter un véritable champ de bataille pour les droits de tous et de toutes, un engagement fort sur les réseaux sociaux contre les blessures que ceux avant eux ont infligées et infligent encore à notre terre. Et j'en passe. Des dérives, il y en a eu, j'ai pu en parler ici, mais en y regardant bien, ces ados, ces jeunes adultes, cet outil fantastique qu'est Internet, c'est le leur. Alors, à savoir si c'était mieux avant, je ne sais pas. Mais quand je vois que des révolutions pour nos droits humains peuvent être lancées en un clic à travers le monde et que 20 ans d'ère numérique auront suffi à rattraper des siècles d'injustice sociale, j'ai tendance à penser qu'il serait temps aujourd'hui de laisser notre passé derrière et de soutenir nos jeunes dans ces démarches universelles. Car comme le dit Bernard Werber dans son livre « Le jour des fourmis », le moment le plus important c'est maintenant, car on ne peut agir que sur le présent. Et si on ne se préoccupe pas de son présent, on manquera aussi son futur. Merci Romain. Mais je vous remercie moi-même de moi-même. On se retrouve la semaine prochaine. On se retrouve dans le futur. Allez. Ça marche. Clara, vous préparez une thèse, vous vous intéressez au processus de réconciliation. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, bien sûr. Le titre provisoire actuel de la thèse, c'est « Nouvelle-Calédonie entre silence et mémoire conflictuelle ». Dans cette thèse, je cherche à observer s'il y a des silences sur certains pans de l'histoire calédonienne et je m'intéresse à la partie des événements. Donc pour ça, je questionne les manuels scolaires, les programmes scolaires, les interventions à l'école pour essayer d'identifier les silences. Quels sont-ils ? On peut aussi voir des survalorisations, donc des thématiques qui sont répétées, abordées plusieurs fois, donc lesquelles sont-elles ? Et je compare ça aux souvenirs intergénérationnels. Donc, par exemple, sur l'élève dans lequel j'aurais observé dans la classe, le papa ou le grand-père, ou comment eux, ils ont transmis, qu'est-ce qu'ils ont transmis. Et j'essaye de comparer et de voir où est-ce qu'on retrouve des conflits, où est-ce qu'on retrouve des silences, où est-ce qu'on retrouve des similitudes. D'accord. Et l'objectif est d'après faire un état des lieux des silences ou pas. Okay. Et la réconciliation est donc au cœur de vos recherches. Vous en avez d'ailleurs fait une conférence TEDx, je ne sais plus comment on dit. Quels sont les leviers à actionner selon vous pour l'atteindre, cette réconciliation ? Alors, les processus de réconciliation, c'est souvent pour parler du jour d'après, parler de l'indicible, parfois du trauma, de la douleur, parce que c'est des situations où les gens ont souffert et donc ils ne sont pas forcément capables de parler de ce qu'ils ont vécu. Et pour que le travail d'historien se fasse et que le travail d'enseignant se fasse, on a besoin de cette matière-là. Et pour ça, il existe des comités vérité, réconciliation qui permettent aux gens de parler. Et cette matière-là, elle est nécessaire au processus de réconciliation, ce qui souvent est en 4 étapes. On a d'abord la reconnaissance de ce qui s'est passé, donc reconnaître que oui, ça c'est arrivé. Endosser la responsabilité, donc c'est arrivé, mais qui a fait quoi ? Après, on a les excuses ou le pardon, ou ici, on parle souvent de coutume de pardon. Donc, oui, je m'excuse, j'ai fait ça. Et ensuite, la réparation. Et la réparation, ça peut être symbolique, matériel, un monument. Il y a beaucoup d'exemples.
Mais ça ne remplacera pas la perte ou la douleur que les gens ont subie. D'accord. Priscilla, quels sont les projets que vous menez au CJEC avec les jeunes ? Moi, déjà, pour ma part, je suis membre du CJEC, mais je fais partie aussi de ce qu'on appelle l'Observatoire de la jeunesse. Donc, le rôle de l'Observatoire, c'est de mettre en lumière par la vidéo, la photo ou tout autre média, en tout cas, qu'on puisse rendre visible ce qui se passe ou ce qui inquiète ou ce qui concerne, parce que des fois, c'est pas que des inquiétudes, hein. Mais en tout cas, voilà, tout ce qui peut traiter jeunesse. Et pour cette année, on veut développer un peu plus les capsules vidéo par le biais de l'Observatoire. On veut aussi investir le lieu, donc le village jeune qui se situe au centre-ville. Oui. Et ça, tout ça, c'est permettre un lieu d'accueil et aussi d'avoir de la matière, comme disait Clara, à proposer aux jeunes par le biais de nos vidéos, de nos petits reportages ou... Voilà, c'est de pouvoir... C'est des vidéos plutôt citoyennes, on va dire. C'est surtout un acte, un acte citoyen. C'est qu'on n'est pas journaliste, on n'est pas reporter, mais on a développé des compétences par des formations ou pas d'ailleurs. Et aujourd'hui, notre enjeu, c'est de mettre à disposition nos compétences, là, par le biais du conseil et de l'observatoire, pour rendre accessibles les choses qu'on... Parce que souvent, ils peuvent y avoir accès, mais c'est toujours clivé ou cloisonné ou sélectif. Et nous, on essaye de faire ça par le biais de nos vidéos. Oui. Et Clara aussi, vous intervenez également auprès des très très jeunes, là, des classes de CP, CE1, CE2, si je ne me trompe pas. En quoi ça consiste exactement Oui, alors votre c'est un travail projet que j'ai monté avec la province Sud, donc l'école de la paix. Cette année, on a inclus les CM1 aussi, et en fait, il consiste à... ce sont des interventions ludiques dans les classes pour réussir à montrer par l'expérience aux enfants que si j'ai tort, mon camarade n'a pas forcément raison. Je peux avoir raison, mais il n'a pas forcément tort. On peut avoir deux points de vue différents qui ne sont pas les mêmes. C'est pas parce qu'il y en a un qui a raison qu'on a forcément tort. C'est... réussir à travailler ensemble, à coopérer, à être ensemble, à vivre ensemble, mais un vivre ensemble concret où ils sont en train de faire une activité en groupe et au départ c'est pas facile. De vivre ensemble mais concrètement, et au final ils finissent par y arriver. Même ce départ, c'était quand on leur demande aimez-vous travailler en équipe? Non, pas du tout. Ok, ça fait plaisir. ça promet. Mais ils apprennent. Alors, on approche de la fin de cette émission. Avant de nous quitter, je vous propose de retrouver Anne Lataste de l'Œil, l'Observatoire de l'environnement en Nouvelle-Calédonie. C'est la chronique Ça vous regarde. Salut Anne. Salut Chloé. Alors pour cette première chronique de l'année, tu nous rapportes des nouvelles fraîches des récifs du Grand Sud, c'est ça ? Absolument Chloé, mais d'abord j'ai besoin de resituer un tout petit peu le contexte. Il s'agit du programme Acropora, c'est le programme de suivi participatif des récifs du Grand Sud, qui est porté depuis 2013 par l'Œil et le CCCE, le Comité consultatif coutumier environnemental. Il repose sur l'alliance entre scientifiques et population locale. Donc chaque année, des bénévoles issus des tribus de Yaté, de l'île Ouin et de l'île des Pins sont formés au suivi scientifique de leurs récifs par les équipes de l'Œil et la biologiste marine Sandrine Job. Après 3 ans d'interruption, malheureusement, nous étions collectivement du coup très heureux de reprendre ces suivis en 2023. Ok, ouais, donc vous deviez être impatient de voir comment les récifs avaient évolué. Alors comment est-ce qu'ils se portent ? Eh bien, écoute, à Yaté, les récifs jouent la stabilité. Les 3 stations historiques liées à la tribu de Goro se maintiennent maintenant depuis 10 ans, avec même quelques améliorations, davantage de coraux, d'oursins et toujours plus de poissons. Et la nouveauté, c'est qu'à la demande des habitants de Goro, 2 récifs ont été ajoutés au réseau de suivi, à l'île aux Noiret et en baie de Port-Boisé. Une fierté, puisqu'ils ont fait passer le réseau pays, le RORC, à la 100e station du réseau d'observation des récifs coralliens. Super. Et à l'île des Pins, du coup ? Alors, à l'île des Pins, les nouvelles sont moins bonnes. 2 des 3 récifs suivis ont subi les assauts des cyclones en 2021 et 2022. Une grande partie de leurs coraux durs ont été détruits, mais heureusement, les conditions de la régénération sont au rendez-vous, puisque oursins, coquillages et poissons brouteurs font leur travail et favorisent l'implantation de bébés coraux. Et ça fait même des récifs de l'île des Pins parmi les plus dynamiques du pays.
Ok. Alors, une dernière chose, tu as dit que c'était Acropora, c'était participatif, ça veut dire que tout le monde peut participer? Oui, c'est ça, parce que la méthode est conçue pour être accessible à tous ceux qui sont à l'aise dans l'eau avec juste un masque et des palmes. Et même toi, mais même moi. Avec mes palmes. Pour Acropora, la participation revient quand même principalement et prioritairement en fait aux habitants des tribus concernées, puisque l'idée c'est qu'ils puissent surveiller leurs récifs eux-mêmes et ils les connaissent eux déjà parfaitement avec l'œil du pêcheur et le regard scientifique vient s'ajouter au savoir traditionnel. Donc c'est pour ça on remercie chaleureusement tous les participants de 2023 qui ont été formidables. À Cougnier, c'est Narcisse, Simone, Alexandre, Nazaire et Germanique, et à Goro, c'était Alexis, Armand, Cyril, Eliakim, Héloïse, Jordan, Maëva, Méven, Pétronille, Jacob, Steven et Victoria. Et on encourage déjà déjà toute cette bande-là et puis tous les autres qui voudront participer ou reparticiper à se rapprocher de nous, l'œil ou le CCCE pour 2024. Merci beaucoup Anne. Et puis on retrouve les publications très prochainement sur votre site oeil.nc et sur vos réseaux sociaux. Merci beaucoup, l'émission se referme là-dessus. Merci à mes invités d'avoir été avec nous, Clara Philippi et Priscilla Mitride. N'oubliez pas que cette émission est également disponible en replay sur notre site internet calédonia.nc. Quant à moi, je vous souhaite une très belle soirée sur Calédonia.